Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la cérémonie des Oscars en ce 9 avril 1979, 51e cérémonie des Oscars à Hollywood, bien sûr à Los Angeles. À la fin de la soirée, le maître de cérémonie ce soir-là, c'est l'humoriste Johnny Carson, appelle John Wayne pour remettre l'Oscar du meilleur film. Et le voici, John Wayne. Il a l'air de flotter dans son smoking. On sent une vague d'émotion qui parcourt l'assistance. L'homme a le visage émacié. Disons-le, il est quasiment méconnaissable. Il lutte depuis des mois maintenant contre un cancer. Le public, qui sait que l'acteur est très malade, se lève et lui réserve la fameuse standing ovation, plusieurs minutes d'applaudissements, et John Wayne ne peut retenir ses larmes. Voilà le seul remède dont on aurait vraiment toujours besoin, déclare-t-il. Croyez-moi, je suis très content de me trouver avec vous ce soir. L'Oscar et moi, on a quelque chose en commun. L'Oscar fit son apparition sur les scènes d'Hollywood en 1928, et moi aussi. Nous sommes tous les deux marqués par les intempéries, mais nous sommes encore là, et nous avons l'intention d'y rester encore longtemps. John Wayne ensuite va donc remettre l'Oscar du meilleur film au réalisateur Michael Cimino pour The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Ce sera, bien sûr, ça aura été sa dernière apparition publique puisqu'il meurt 2 mois plus tard, le 11 juin 1979. Il avait 72 ans seulement. Et John Wayne, disons-le tout de suite, n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Marion Michael Morrison. Il était né, ce Michael Morrison, le 26 mai 1907 dans un petit village de l'Iowa. Le village en question s'appelle Winterset. Ses parents étaient des immigrés irlandais, comme il y en avait tant et tant qui ont peuplé les États-Unis. Il était d'un milieu pauvre. Son père gérait une petite pharmacie, enfin une pharmacie telle qu'on les conçoit aux États-Unis, autant dire un drugstore, mais les affaires n'étaient pas bonnes. Toute la famille a fini par déménager en Californie. Le père de Michael s'est lancé dans la culture de maïs, et ça a été un nouvel échec au bout de 2 ans, ce qui fait que la famille, qui n'avait vraiment plus le sou, a dû de nouveau déménager et qu'on s'est retrouvé dans la banlieue de Los Angeles. Michael a aidé son père, qui à ce moment-là a repris un drugstore, et disons-le, pour essayer de nourrir la famille, il a cumulé les petits boulots. Et notamment, il a occupé une place d'ouvreur dans un cinéma. Et voilà, et on était au tout début du cinématographe, voilà comment Michael a découvert le cinéma. C'était un bon élève, Marion Michael, et c'était un garçon très intelligent, très malin. Il avait fait du théâtre, du football américain. Il faut dire qu'il mesure 1m93, donc évidemment, dans ce sport très, très physique qu'est le football américain, ça peut servir. Et à la fin de l'école secondaire, il a espéré, grâce à tout ça, grâce à toutes les cordes qu'il avait à son arc, il a espéré intégrer une prestigieuse académie navale, sauf qu'il a échoué au concours d'entrée. Alors quand même, ses mérites sportifs lui ont permis de décrocher une bourse d'études à l'université, où il s'orientait vers le droit, mais il lui fallait trouver un travail pour payer ses études, et c'est grâce au football qu'il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma, figurez-vous, puisque son entraîneur, à l'époque, a l'habitude de procurer des billets pour des matchs de foot à un certain nombre de vedettes du grand écran. Et un jour, il demande à l'une de ses vedettes, l'acteur Tom Mix, de trouver une place au jeune homme à la Fox. Et voilà comment, pour la première fois de sa vie, Michael Morrison va fouler les plateaux de cinéma. C'est un cinéma en pleine révolution au moment où Morrison y débarque, puisque on est en train de passer du muet au parlant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marion Michael Morrison est accessoiriste dans un premier temps et il double les acteurs. Il fait vous savez, il sert de doublure lumière. Il fait de la figuration aussi dans un certain nombre de films. Et il se trouve que parmi les films où il fait de la figuration, il y en a plusieurs qui sont réalisés par le grand réalisateur de la Fox à l'époque qui s'appelle John Ford. Ces apparitions ne durent que quelques secondes. D'ailleurs, il n'est pas crédité au générique. Seulement, le jeune acteur apprend auprès de Ford. Il l'observe. Il le trouve à la fois tyrannique et colérique. Il est dur avec les acteurs et en même temps absolument génial. Morrison va se dire que c'est ça, sa vie. Il abandonne ses études et désormais, il a l'intention lui aussi de passer devant la caméra en tant qu'acteur.
En 1930, c'est un autre réalisateur de la Fox, qui s'appelle Raoul Walsh, qui est à la recherche d'un comédien pas cher pour un rôle de sa superproduction La Piste des Géants. Il a pensé à un jeune premier qui n'est autre que Gary Cooper. Seulement, Gary Cooper vient d'être engagé dans le film Mohoko, aux côtés de Marlène Dietrich. Et donc, faute de grive, on mangera des merles, n'est-ce pas? Il engage ce jeune débutant, dont le nom n'est pas très vendeur, Morrison. C'est Raoul Walsh qui lui propose de se rebaptiser John Wayne, un pseudonyme que le metteur en scène a pris à Anthony Wayne, un héros de la guerre d'indépendance. La Piste des Géants aurait pu être pour John Wayne, puisque maintenant on va l'appeler ainsi, ça aurait pu être ses vrais débuts. Sauf que, disons-le, le film est un échec. On est en pleine dépression économique à l'époque, c'est la grande crise, bien entendu. Les salles de cinéma sont aux 2/3 vides. On vient au cinéma plutôt pour se réchauffer qu'autre chose. Et après cet échec, la carrière de John Wayne va encore piétiner pendant tout un moment. Ça va durer pendant 8 ans, que ce soit à la Fox, donc, ou bien chez Columbia ou chez Warner Bros. On peut dire que John Wayne enchaîne les rôles dans des westerns de série B qui sont réalisés par des metteurs en scène souvent de deuxième zone. J'ai fait plus de mauvais films que n'importe qui dans ce métier, dira Wayne bien plus tard quand il fera retour sur sa carrière. En 38, il a 31 ans, toujours pas eu de grand rôle. John Ford, qui lui a donné sa chance donc 10 ans plus tôt, lui propose le scénario d'un western, La Chevauchée Fantastique, et il demande à Wayne quel acteur il verrait pour jouer le rôle principal. Alors Wayne cite un comédien en vogue, qui s'appelle Lloyd Nolan, et Ford lui dit mais non. Non, en fait, pour le rôle principal, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. David O. Selznick, qui est le producteur du film, apprend que John Ford a pensé à John Wayne, sauf qu'il n'est pas d'accord. Il ne veut pas que cet acteur méconnu, qui jusqu'alors n'a joué que dans des westerns médiocres, soit engagé. Sauf que John Ford insiste. C'est lui qu'il veut, c'est John Wayne qu'il veut pour sa Chevauchée Fantastique qui sort au début de l'année 39 et qui alors là va remporter un succès extraordinaire. Dans sa biographie de John Ford, Patrick Brion nous dit: La Chevauchée Fantastique porte le western à sa perfection. La critique, d'habitude imperméable à ce genre de film, le reconnaît d'emblée comme un chef-d'œuvre. Le Film Daily le classe comme le 11e film de l'année et les New York Film Critics préféreront John Ford à George Cukor, Victor Fleming, Frank Capra, William Wyler et même Henry King. On peut dire que cette fois, ça y est, John Wayne vient de faire sa grande entrée dans le cinéma. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors au début des années 40, John Wayne va tourner avec John Ford et Raoul Walsh, mais aussi avec Cecil B. DeMille par exemple. Après l'entrée en guerre des États-Unis en 41, il veut s'engager pour partir combattre en Europe, seulement il va être exempté parce qu'il est père de 4 enfants. Son seul engagement dans le conflit, ce sera d'aller visiter des camps de soldats, d'aller porter la bonne parole, si je puis dire, et d'aller remonter le moral des troupes. À l'écran, John Wayne alterne western et film de guerre, quelque part en France de Jules Dassin, où il incarne un pilote réfugié en Normandie, ou bien encore Les Sacrifiés de John Ford, un film dans lequel il interprète le commandant d'un bateau torpille durant la guerre du Pacifique, et dont la mission est d'escorter le général MacArthur. Vous voyez qu'il ne fait pas que des westerns. Quand on pense à John Wayne, on a toujours l'image du cow-boy à l'esprit, mais il a joué dans bien d'autres films. En 48, le voilà qui retrouve John Ford pour le premier western d'une trilogie consacrée à la cavalerie américaine. Le massacre de Fort Apache est inspiré de la bataille de Little Big Horn, où on a vu des Sioux et des Apaches se battre contre cette cavalerie américaine en 1876. Suivront La Charge héroïque en 1949 et puis, bien sûr, Rio Grande en 1950. Ce sont les classiques de John Ford, en même temps que ceux de la carrière de John Wayne, bien entendu. Entre-temps, toujours sous la direction de Ford, John Wayne va jouer un bandit en cavale dans Le Fils du désert, et puis il va jouer aussi dans le premier western d'Howard Hawks, qui est un film absolument extraordinaire qui s'appelle La Rivière Rouge, aux côtés de Montgomery Clift, des films tournés en décor
décor naturel dans le Grand Ouest américain, à Monument Valley pour le massacre de Fort Apache, dans le désert des Mojaves et la vallée de la mort pour le Fils du désert. C'est-à-dire que ce sont des films où le paysage, d'une certaine manière, s'arroge le premier rôle. Et bien sûr que le tempérament de John Wayne s'accorde parfaitement à ce style-là. En 1950, pour la première fois de sa carrière, il est nommé aux Oscars, on a envie de dire enfin, dans la catégorie du meilleur acteur pour Iwo Jima, un film dans lequel il interprète un sergent qui entraîne ses troupes de marine pour la guerre du Pacifique. À cette époque, déjà, on peut dire de John Wayne qui est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Alors, il va enchaîner des rôles très différents. Il faut insister sur la très grande subtilité du jeu de John Wayne, qui est capable de toutes les inflexions, de toutes les subtilités. Ce n'est pas du tout l'acteur monolithique qu'on a eu tendance peu à peu à se mettre à caricaturer. Il joue dans des films de guerre, je vous l'ai dit. Il joue aussi un entraîneur de football universitaire, mais un boxeur également, ou un aventurier à la recherche d'un trésor, un officier américain de la marine marchande dans la Chine communiste des années 50, ou bien un ambassadeur des États-Unis au Japon au 19e siècle. Il va même jouer le rôle de Gengis Khan, vous voyez, donc ne croyez pas qu'il ait toujours été un cow-boy. John Wayne, pour autant, ne délaisse jamais le western bien longtemps. Les plus populaires de la période, c'est La prisonnière du désert, encore John Ford en 1956, où il est un vétéran de la guerre de sécession à la recherche de sa nièce kidnappée par les Comanches, et puis bien sûr Rio Bravo de Howard Hawks avec Dean Martin en 1958. Le réalisateur Henry Hathaway, avec lequel John Wayne va tourner 6 films, nous dit « Wayne faisait partie de ces très rares stars qui naissent acteurs. Ce qu'il était à l'écran, il l'était aussi dans la vie. On ne dirigeait pas John Wayne. Il lisait le scénario et puis il commençait. Au cours du tournage, il utilisait toujours ses armes et ses vêtements. Bref, il était lui-même. On pourrait d'une certaine manière et avec quelques réserves le comparer à notre Jean Gabin en France. Vous voyez, c'est une figure comme ça qui vient montrer à l'écran ce qu'il est dans la vie. En 1960, il passe pour la première fois derrière la caméra pour réaliser Alamo, une fresque historique dans laquelle il est Davy Crockett, venu prêter main forte aux Texans en révolte contre les Mexicains et retranché dans Fort Alamo, dans El Alamo, une ancienne mission transformée en forteresse. Dans sa biographie de John Wayne, Mancino nous dit: les années 50 représentent, avec tous les avantages accumulés, une phase de transition pour John Wayne, pour se remettre en jeu et suivre des chemins différents. À côté de sa nouvelle tâche de producteur et de metteur en scène, la tentative de redessiner, de reconsidérer son image de star commençait à se dessiner, mais dans la mesure où ça n'allait pas à l'encontre de sa position au box-office. Beaucoup de subtilité, là encore, dans la manière qu'il a eu de gérer ce qui devient une très grande carrière. Il est un des acteurs les plus rentables d'Hollywood, et pourtant, il ne va pas être une seule fois récompensé par les Oscars. Il est vrai qu'il est à part, c'est un des rares à Hollywood à afficher des opinions ouvertement républicaines, très anticommunistes. Il soutient notamment le sénateur McCarthy dans sa fameuse chasse aux sorcières contre les acteurs et réalisateurs suspectés de communisme. Dans le film Big Jim McLean en 1952, d'ailleurs, il va se glisser dans la peau d'un enquêteur de la commission sur les activités anti-américaines, et il le fait sans aucune réserve et sans aucun recul. Au début des années 60, John Wayne est donc à la fois très populaire dans le public et très impopulaire au sein de la profession. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il a beau avoir maintenant chopé la soixantaine, John Wayne, il reste fidèle au western. Il va tourner sous la direction donc d'Howard Hawks, vous venez de l'entendre, mais aussi d'Henry Hathaway, toujours de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance aux côtés de James Stewart. Mais on le voit aussi dans des films d'aventure, toujours dans des films de guerre, le plus célèbre étant le jour le plus long, bien entendu. Et comme toujours, il y a chez lui une très grande rigueur dans le jeu, un grand respect pour les autres acteurs, pour ses partenaires de jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait respecter en dépit, encore une fois, d'opinions qui ne sont pas majoritaires dans la profession. Et puis, il est adulé des grands metteurs en scène parce qu'il est tout simplement très facile de travailler avec lui, même s'il faut faire très attention parce qu'il peut aussi prendre la mouche. Je cite Henry Hathaway. Un jour, alors que je lui faisais une observation sur l'intonation d'une de ses répliques, il me cria « Vous n'avez qu'à la dire vous-même !» Et c'est ce que je fis. Il répliqua en souriant
Alors c'est comme ça que ça vous plaît, vous, monsieur Hathaway. Plus tard, il tint à s'excuser devant les 50 personnes de l'équipe en précisant « Je vous ai insulté en public, je veux m'excuser en public. » John Wayne était comme ça, dit Henry Hathaway. Il était franc et grand seigneur. Sur les tournages, beaucoup remarquent néanmoins qu'il est de plus en plus fatigué. Il est malade. En 1964, on lui détecte un cancer des poumons. On va être obligé bientôt de pratiquer une ablation du poumon gauche, une maladie qui est probablement due à la cigarette, puisque John Wayne est un gros fumeur et qu'il a d'ailleurs longtemps vanté les mérites du tabac dans pas mal de publicités, mais lié peut-être aussi à des inhalations radioactives, parce qu'il faut dire que quelques années plus tôt, quand il tournait Le Conquérant, on était dans une région du Nevada où l'armée américaine avait effectué des tests de bombes atomiques et qu'on a révélé parmi les 220 membres de l'équipe du film quelques 91 cancers. Donc en fait, il est probable que ce cancer, il l'ait contracté dans le cadre du tournage du Conquérant. John Wayne, néanmoins, continue de jouer. Il va même réaliser son deuxième film, Les Bérets Verts, en 68. Et là, il endosse le costume d'un colonel chargé de recruter des unités d'élite lors de la guerre du Vietnam. Le film justifie l'intervention américaine au Vietnam à une époque où vous savez que toute la jeunesse américaine est littéralement vent debout contre le Vietnam. Vous imaginez à quel point ça peut faire scandale. Beaucoup de manifestations pour appeler au boycott du film. Les Bérets Verts va être un semi-échec commercial, mais j'allais dire c'était couru d'avance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 7 avril 1970, John Wayne obtient à 63 ans, enfin, tout finit par arriver, son premier Oscar de meilleur acteur pour son rôle de shérif borgne, alcoolique, de shérif aux méthodes expéditives dans $100 pour un shérif, encore de Henry Hathaway. Et il déclare à ce moment-là avec humour, au moment où on lui remet cette récompense si longtemps attendue, « Eh ben, si j'avais su, je me serais bandé les yeux 35 ans plus tôt. » Oui, c'est vrai que ça aurait peut-être changé les choses, j'en suis pas persuadé. Au début des années 70, et malgré une santé qui vraiment est défaillante, John Wayne reste à l'affiche de nombreux westerns, Les Cordes de la Potence, Les Voleurs de train, des films dans lesquels il incarne toujours cette espèce de cow-boy, mais alors qu'il maintenant est un cow-boy vieillissant, bien sûr. Il est devenu le patriarche du cinéma américain. C'est l'époque aussi où il va pour la première fois se lancer dans le genre policier. Son dernier rôle, son ultime interprétation, elle sera pour un western en 1976. Western au titre prémonitoire, Le Dernier des Géants. Il partage l'affiche, s'il vous plaît, avec James Stewart et Lauren Bacall. Je précise bien, on est en 1976. Il incarne un homme, comme il les aime, un de ceux qui préfèrent mourir les armes à la main plutôt que de la maladie incurable qui les ronge. C'est en quelque sorte une transposition de sa propre existence. Faire du cinéma, jouer les cow-boys, être jusqu'au bout, d'une certaine façon, le héros de l'Amérique. Vous écoutez Radio Classique.